Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et la télévision nationale, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette édition consacrée essentiellement à l'actualité, au passage des membres du gouvernement de la 7e République, conformément à la vision politique du chef de l'État, son Excellence, professeur Faustin Archange-Touadéra. Bonjour ou bonsoir, selon les fuseaux horaires et votre position géographique à travers le reste de la planète. Nous avons le grand plaisir, pour cet nouvel épisode, de recevoir sur ce double plateau de la radio et la télévision centrafricaine, le ministre en charge des Finances et du Budget, en l'occurrence, M. Hervé Doba, qui est déjà avec nous. Monsieur le ministre, merci de nous rejoindre. Bonjour et merci de me recevoir. Vaut mieux tard que jamais. Bonne et heureuse année à vous et à toute la suite qui vous accompagne dans cet exercice démocratique. Merci infiniment, mes vœux les meilleurs à vous également et à l'ensemble de l'équipe de la télé et de la radio nationale, mes meilleurs vœux. Je ne serai pas seul pour s'entretenir avec vous pendant quelques minutes autour du bilan sectoriel conformément aux deux mandats du chef de l'État. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour à tous les téléspectateurs. Je suis Ondia Villabissayo, journaliste, présentatrice, réalisatrice chez Radio de Keluka. Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Éloi Belongo, de la télévision centrafricaine. Monsieur le ministre, avant de plonger dans le cœur de cette entrevue avec vous, nous allons vous inviter à décliner votre identité à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre parcours professionnel, scolaire et étudiantin? Je vous remercie. Je suis Hervé Ndoba, ministre chargé des Finances et du Budget, nommé par décret par son Excellence le professeur Faustin Archange-Touadéra, président de la République, chef de l'État au mois de juin 2021, où j'ai pris mes fonctions. Merci donc à vous, Monsieur le ministre, d'avoir décliné votre identité à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs. Mais avant d'entamer le vif du sujet, nous allons suivre avec vous, bien entendu, un extrait du discours historique prononcé devant la représentation du peuple en date du 28 décembre dernier par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, professeur Faustin Archange-Touadéra, en ce qui concerne singulièrement votre portefeuille, après quoi nous allons revenir sur ce plateau pour ouvrir les discussions. À tout de suite. Dans le domaine des finances publiques et de l'économie, la situation devrait s'améliorer en 2025 grâce aux performances du secteur minier consécutives à la levée de l'embargo sur le diamant, des secteurs de l'énergie, du numérique, des infrastructures, des hydrocarbures et de l'agriculture. Le gouvernement sera instruit de poursuivre les projets en matière d'éducation nationale, de santé et de lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics et des mauvaises manières de servir la nation. La mise en œuvre complète de la feuille de route et finances publiques à l'horizon 2026 devrait permettre d'atteindre les résultats escomptés en termes d'élargissement de l'assiette fiscale et d'un contrôle accru sur les flux de trésorerie grâce au télépaiement, mais également aux intégrations prévues en 2025 dans l'administration financière et la résolution des problématiques liées à l'accès aux équipements, à la connectivité et à l'énergie, aux postes déconcentrés. Aussi, à la suite des tests connectés avec succès sur la commercialisation du crédit carbone en 2024, ayant généré plus de 500 millions de francs CFA, nous renforcerons le dispositif légal et réglementaire sur la finance climat, ce qui permettra d'opérationnaliser le Fonds national du climat afin de tirer profit de l'ensemble des opportunités qu'offre notre patrimoine vert. Des efforts continueront d'être déployés.
Voilà, Monsieur le ministre, vous venez de suivre avec nous ce discours historique qu'a prononcé le président de la République devant les députés de la 7e République. C'était en date du 28 décembre pour ceux qui ont suivi l'actualité l'année dernière. Dans son propos, le numéro 1 centrafricain, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, a mis un accent particulier sur les différentes réformes spectaculaires engagées qui ont permis aujourd'hui d'améliorer les recettes de l'État. Qui vous inspire ce discours magistral du chef de l'État? Écoutez, c'est un discours qui est à la fois fort encourageant de la part du président de la République, chef de l'État, puisque c'est un discours évidemment qui met la lumière sur l'ensemble des réformes importantes que nous avons engagées à la tête de ce département depuis 2021. Mais c'est un discours également qui nous exhorte à faire plus et à faire mieux, parce qu'évidemment, même si les résultats que nous pouvons apercevoir au sein de notre département sont suffisamment éloquents, il n'en demeure pas moins que pour nous, la marge de progression est encore extrêmement importante et nous devons pouvoir faire mieux. D'ailleurs, le président de la République, dans son discours, a parlé de la nouvelle direction en évoquant la feuille de route e-finances publiques qui est évidemment aujourd'hui le nouveau mantra, je dirais, du ministère des Finances et du Budget. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a ce nom qui a été donné à cette nouvelle stratégie, à cette nouvelle vision au sein du département e-finances publiques. Pourquoi? Pour la simple raison qu'évidemment le digital est au cœur aujourd'hui de la transformation de nos finances publiques. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de cette occasion pour remercier très sincèrement son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, pour son leadership et sa vision, puisqu'il nous a honoré de sa présence lors de ce séminaire important, séminaire sur le digital, qu'il a présidé lui-même le 26 juin dernier, et à travers lequel on a pu évidemment faire un état des lieux sur toutes ces réformes que nous avons engagées, des réformes au niveau des impôts, au niveau de la douane, au niveau du trésor public, au niveau du budget. En réalité, toutes les directions générales, toutes les régies financières au sein de notre département passent par ce processus aujourd'hui de digitalisation. Et d'ailleurs, au terme de la présentation que j'avais faite sur les ambitions que nous avions, je l'avais dit, ce n'est pas de la fiction, nous estimons pouvoir doubler en réalité nos recettes domestiques d'ici à 2 ans. Donc c'est l'engagement que nous avons pris, et nous sommes convaincus qu'avec tous les moyens que nous mettons en œuvre et avec le soutien de l'ensemble des partenaires qui nous accompagnent, nous devrions pouvoir y arriver. Monsieur le ministre, nous allons ouvrir donc la discussion directe avec vous, cette fois-ci avec M. Belongo qui va s'entretenir avec vous sur l'impact de ces réformes financières sur le panier de la ménagère. Et justement, Monsieur le ministre, la communauté internationale a donc reconnu volontiers ces efforts qui ont été donc entrepris au niveau de votre département, la situation macroéconomique, à travers une gestion efficace de nos finances publiques. Comment allez-vous justifier le fait que la population, surtout le panier de la ménagère, ne semble pas suivre avec les impacts que vous avez donc fait obtenir à notre pays? Je vous remercie, c'est une question extrêmement intéressante parce que, évidemment, dans cette émission, nous nous adressons également directement à la population, et le panier de la ménagère est une question cruciale, nous le savons et nous y travaillons. Mais j'aimerais peut-être d'emblée dire que la question de l'inflation et donc du prix du panier de la ménagère n'est pas seulement une question des finances, c'est une question d'économie, c'est une question de finances publiques, c'est également une question des transports, et je vais vous dire pourquoi. C'est une question d'énergie, c'est une question, enfin, finalement, voyez-vous, en réalité, c'est une question transversale ouais. et qui concerne tout le gouvernement. Ce que je peux vous dire, c'est que, évidemment, nous travaillons à réguler le taux d'inflation que nous avons dans notre pays. Nous savons qu'au plus fort de la crise en Ukraine, eh bien, il y a eu depuis 2022 les pénuries sur les produits pétroliers. Nous avons eu de l'inflation importante sur les hydrocarbures à l'échelle internationale. Cela a eu
des effets également sur les produits pétroliers que nous importons dans notre pays, parce que comme vous le savez, nous sommes au niveau de notre sous-région de la CEMAC le seul pays qui pour le moment ne produit pas encore son pétrole, absolument. Et donc ces produits-là qui sont importés malheureusement subissent cette inflation, donc qui est une inflation importée. Encore quand le produit est disponible, parce qu'évidemment nous avons connu donc ces périodes de perturbation. Au pic donc de l'inflation, nous avons connu un pic qui est allé jusqu'à un peu plus de 6% d'inflation, alors que notre norme communautaire est de l'ordre de 3%. Nous travaillons à cela, cette inflation est en train de se réduire et nous espérons effectivement que sur l'exercice 2025, eh bien, l'on descende en dessous de la barre de 4% pour pouvoir évidemment arriver donc à un taux qui serait conforme à la norme communautaire. Mais il est important de noter qu'au niveau donc du ministère des Finances et du Budget, les leviers que nous avons pour pouvoir adresser cette problématique de l'inflation, nous les mettons en œuvre. Nous sommes en train de travailler en ce moment, notamment avec la Direction Générale des Douanes, sur une mercuriale de prix pour ce qui concerne donc les produits de première nécessité. Pourquoi une mercuriale de prix sur ces produits de première nécessité? Parce que tout simplement, nous voulons annihiler ou tout du moins réduire l'impact de l'inflation importée sur les droits de douane, de sorte à ce que justement ces droits de douane soient calculés sur une assiette qui soit fixe, quel que soit finalement le prix de la marchandise à l'importation, et de façon à ce que justement nous n'ayons pas une sorte d'augmentation, d'inflation également des droits de douane et de taxes. Donc ça, c'est un élément extrêmement important, et nous travaillons également sur beaucoup d'autres sujets pour permettre de réguler justement cela. Alors, donc, les performances que nous enregistrons sur les finances publiques propres, justement en matière notamment de collecte des recettes domestiques, en matière de maîtrise de la dépense publique, eh bien, ces éléments-là n'ont pas d'implication directe sur l'inflation. En revanche, nous travaillons également sur les problématiques de la dette intérieure. Peut-être que nous aurons l'occasion de revenir là-dessus pour permettre justement de la circulation des flux financiers au niveau donc de l'économie réelle, de sorte à ce que justement la circulation également du flux financier eh bien, permette d'améliorer la consommation, et ce faisant pouvoir également jouer son rôle, parce qu'à la fin de la journée, c'est une question également d'offre et de demande qui induit également ces niveaux de prix que nous enregistrons. Monsieur le ministre, merci de nous avoir éclairé sur cette problématique qui est également la préoccupation de la population centrafricaine. Nous poursuivons cette entrevue avec vous, mais cette fois-ci, nous allons ouvrir un autre chapitre. Il s'agit de partenariats qui lient le gouvernement centrafricain avec les institutions financières telles que le FMI et les autres. C'est avec Avila Bissayo. Oui, monsieur le ministre, vous coiffez un département vraiment stratégique dans la structure de l'État. Et après le réengagement du Fonds monétaire international en 2023 et la signature du programme de facilité élargie de crédit, est-ce que le Fonds monétaire international exige toujours des conditions pour la continuité de décaissement? Je vous remercie. Vous savez peut-être qu'il sied de rappeler le fonctionnement justement d'une institution comme le Fonds monétaire international dans le cadre des programmes que cette institution exécute avec les différents pays qui souscrivent donc à ces programmes économiques et financiers. En réalité, lorsque nous signons un programme, comme c'est le cas en avril 2023, nous avons effectivement le conseil d'administration du Fonds monétaire international qui a accordé donc à la République centrafricaine un nouveau programme, donc financé, un programme de facilité élargie, soutenu par la facilité élargie de crédit, d'un montant de 191,4 millions de dollars, qui s'est d'ailleurs accru de 10% entre-temps, eu égard aux performances que nous avons pu réaliser suite aux deux premières revues. Eh bien, lorsque nous signons un programme économique et financier comme celui-là, c'est un programme sur lequel nous convenons d'un certain nombre d'objectifs.
Et dans le cas de notre pays, l'objectif premier, c'était évidemment de pouvoir renforcer la capacité de collecte des ressources domestiques au niveau de notre pays, pour permettre en réalité de pouvoir inverser cette structure budgétaire que nous avons, qui depuis toujours, historiquement, a toujours été déficitaire sur le plan au niveau du solde primaire, ce qui fait que, évidemment, nous avons toujours recours à des appuis budgétaires pour nous permettre en réalité d'équilibrer notre budget. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous convenons donc d'un certain nombre de mesures, d'un certain nombre de réformes que nous devons appliquer, tantôt d'ordre structurel, organisationnel, également avec des objectifs qui sont quantitatifs, d'autres qui sont qualitatifs. Et tout ceci nous permet, en fin de compte, de pouvoir marquer un certain nombre de résultats, et nous faisons l'objet de revues semestrielles. Ces revues semestrielles, lorsqu'elles sont exécutées, et donc il y en a au total 6, puisque le programme dure sur une période de 3 ans, et donc cela nous fait 6 semestres, et donc à chaque semestre, nous faisons une revue donc de l'exécution de ces programmes, de ces réformes, et une évaluation est faite permettant ainsi de débloquer, si vous voulez, une part du financement qui a été accordé, et ce faisant, eh bien, nous passons à la suite. À date, avec le Fonds monétaire international, nous avons réussi à passer avec succès 2 revues. La 3e revue, nous n'avons pas pu la passer parce que, d'un point de vue des paramètres quantitatifs, nous avions atteint les objectifs, mais d'un point de vue des réformes structurelles, nous n'étions pas d'accord avec le Fonds monétaire international sur le paramètre qui devait être pris en compte du point de vue de cette réforme structurelle. Il s'agit notamment de la réforme sur le secteur des hydrocarbures. Et donc, nous n'avions pas d'accord, et chemin faisant, nous n'avons pas pu donc passer la 3e revue pour la valider. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer un passage des revues combinées, des revues 3 et les revues 4 pour le mois d'avril ou de mai prochain au niveau du conseil d'administration, sachant que sur la question de la réforme du secteur des hydrocarbures, aujourd'hui nous avons un accord qui est celui de pouvoir procéder à un audit des coûts et des marges sur ce secteur d'activité, de façon à ce que l'information objective, juste, transparente nous provienne d'un cabinet d'audit, et de sorte à ce que nous, État, puissions prendre les décisions qui conviennent en connaissance de cause et sur la base d'un rapport d'audit indépendant. Donc voilà aujourd'hui donc ces conditions, et donc du coup nous devrions garder à l'esprit évidemment que dans le cadre donc de la mise en œuvre des programmes avec le Fonds monétaire international, nous devons de façon semestrielle valider ces différents repères sur lesquels nous nous sommes accordés pour débloquer les décaissements et continuer à avancer. Donc autant vous dire que si nous parlons de conditions, cela fait partie intégrante du jeu que nous avons accepté de jouer avec le Fonds monétaire international. Le gouvernement centrafricain joue bien le jeu, puisque les performances financières ont permis à la communauté internationale de reconnaître aujourd'hui les efforts consentis par le gouvernement. Absolument, je pense que nous pouvons nous satisfaire évidemment du chemin que nous avons parcouru. Aujourd'hui, la collecte des recettes, nous faisons la démonstration évidemment à travers l'évolution que l'on peut voir sur ces collectes de recettes, donc que les choses avancent plutôt bien. Nous sommes passés d'un point de vue budgétaire de 121 milliards en 2021 à aujourd'hui en 2025 à 185 milliards, qui est donc notre ambition. Évidemment, il faut regarder ensuite l'exécution, mais sur l'exécution, nous ne sommes pas très loin. Quand nous prenons le budget 2024, notamment le collectif budgétaire 2024, nous avions une ambition de collecte de 160 milliards de francs CFA. Nous avons fini à 157 milliards de francs CFA. Donc, somme toute,
je pense que nous avançons sereinement, et également au niveau de la maîtrise des dépenses publiques, nous sommes en train de continuer à mettre en œuvre les différentes réformes pour nous permettre véritablement de tenir également le pari de la maîtrise des dépenses publiques, de sorte à ce que nous soyons véritablement en ligne avec la vision du président de la République sur ces questions-là. Monsieur le ministre, restant toujours dans ce registre consacré à la courbe des recettes de l'État, nous savons pertinemment que depuis 2016 jusqu'à ce jour, les recettes domestiques ont sensiblement augmenté. Malheureusement, ces recettes ne permettent pas de résoudre tous les problèmes, tous les projets de société, ni encore moins les besoins fondamentaux de la population, alors que nous avons des richesses du sol et du sous-sol, et même naturelles. Comment est-ce que vous comptez, quelles sont les pistes de solutions que vous allez mettre en œuvre pour explorer afin que ces richesses-là puissent apporter une valeur ajoutée à la recette de l'État? Alors je voudrais peut-être profiter de cette question-là pour pouvoir faire un commentaire sur une perception que certains de nos compatriotes ont, parce que je peux le voir parfois à travers des commentaires que nous avons sur les réseaux sociaux, donc parfois dans certains journaux, sur ce reproche que nous avons, qui est certes légitime, qui est de dire que le gouvernement se satisfait de payer des salaires, des fonctionnaires, etc. et il ne fait rien pour pouvoir justement financer les investissements qui représentent la nature de dépenses publiques qui permet en réalité de générer de la valeur ajoutée, de créer de la richesse. Alors j'aimerais peut-être adresser ce point-là et profiter de cette occasion, de cet espace ce matin pour pouvoir donner la perspective que j'ai sur ce sujet-là. Voyez-vous, nous partons du principe selon lequel l'État et ensuite l'État de droit doit exister dans notre pays. Il vous souviendra que le président de la République, chef de l'État, son excellent professeur Faustin-Archange Touadéra, en accédant à la magistrature suprême en 2016, a hérité d'un État en déliquescence. C'est un fait. On peut ne pas être d'accord selon son bord politique, mais c'est un fait. Et tous les Centrafricains se souviennent encore de la situation dans laquelle notre pays était en 2016. L'économie était au point mort. Mais totalement. L'économie était au point mort, la défense, la sécurité, la justice, etc. Tous ces fondamentaux qui permettent de dire que l'État existe, eh bien ces fondamentaux étaient au point mort. Il a fallu donc reconstruire ces fondamentaux. Mais pour reconstruire ces fondamentaux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut évidemment assurer d'abord la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et de ce point de vue-là, vous avez reçu ici mes différents collègues, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, qui ont certainement édifié notre population sur les progrès importants qui ont été faits de ce point de vue-là. Mais une fois que nous avons adressé les problématiques sécuritaires, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? L'État, la matérialité de l'État, eh bien, elle se fait à travers quoi? Elle se fait à travers ses fonctionnaires, à travers les représentants de l'État. Ces représentants de l'État, ce sont les fonctionnaires. Et ces fonctionnaires doivent non seulement exister, mais doivent être présents sur l'ensemble du territoire national. Donc autant dire que, dans les faits, si vous ne financez pas ces dépenses de fonctionnement pour permettre aux fonctionnaires, aux agents de l'État, d'être présents, de représenter l'État, si vous ne financez pas les institutions de la République pour que celles-ci soient présentes et pour que celles-ci se déploient sur l'ensemble du territoire national, eh bien vous avez un État qui n'existe pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, cela ne me fait absolument pas honte de dire, oui, les dépenses de fonctionnement, comme les dépenses de salaire, etc., sont des dépenses extrêmement importantes qu'il faut adresser. Et d'ailleurs, si les dépenses de salaire n'étaient pas payées, où serions-nous aujourd'hui? Je ne crois pas que nous serions autour de ce plateau. C'est la priorité des priorités. C'est une vérité qu'il faut dire. Et la problématique que nous avons sur ces fonctionnaires, c'est que malheureusement, ils ne sont pas en quantité suffisante pour pouvoir couvrir l'ensemble du territoire national. Nous avons fait des efforts extrêmement importants pour permettre justement d'augmenter les fonctionnaires au niveau du secteur social.
le secteur de la santé, le secteur de l'éducation nationale, mais ce sont autant d'efforts extrêmement importants. Aujourd'hui, nous avons entre le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale plus de 3000 fonctionnaires qui ont été intégrés dans la fonction publique. Donc, non seulement nous avons garanti, nous avons assuré le paiement des salaires effectivement qui permet de dire que nous avons un État qui existe, mais en plus, nous avons engagé, sous le leadership éclairé du président de la République, nous avons engagé l'intégration dans la fonction publique sur les secteurs sociaux pour permettre justement de renforcer les services sociaux de base. Et donc ces éléments-là sont extrêmement importants. Et si nous ne faisons pas ça, l'État n'existera jamais. Un autre élément, c'est la justice. Donc nous parlons d'État, et je disais tantôt ensuite d'état de droit. Les réformes importantes qui sont faites également au niveau du secteur de la justice permettent en réalité aujourd'hui de pouvoir dire que nous avons un État qui existe. Et d'ailleurs, j'aimerais faire un parallèle entre cette priorisation des dépenses de l'État que nous avons avec un budget extrêmement restreint, mais que nous sommes obligés de faire pour permettre à l'État d'exister. Et dans le cas du fonctionnaire des finances publiques, évidemment, si vous voulez avoir une régie des douanes qui se déploie sur l'ensemble du territoire national pour garantir également que nous puissions collecter encore plus de recettes domestiques, si vous voulez garantir que des services préfectoraux, des impôts, etc. se déploient sur l'ensemble du territoire national, vous êtes obligé d'intégrer. Et d'ailleurs, l'extrait du discours que nous avons entendu du président de la République faisait état, évidemment, de cette ambition sur le premier trimestre 2025 de pouvoir intégrer des fonctionnaires au sein de nos régies financières. Donc, je fais un parallèle avec cette priorisation que nous faisons sur les dépenses publiques avec le statut que nous avons vis-à-vis des institutions financières internationales et des institutions multilatérales de développement comme la Banque mondiale pour dire, justement, c'est parce que nous sommes dans cette situation-là que les institutions multilatérales de développement, nous octroient des dons principalement dans le cadre des financements des projets. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, et le ministre de l'économie, mon collègue, a dû vous le dire, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 3 milliards, exactement 3,138 milliards de dollars de projets financés dans notre pays. Enfin, donc, en réalité, quand on dit que l'État n'investit pas, ce n'est pas vrai. Certes, sur ressources propres, nous investissons très peu parce que nous estimons que la priorité est de faire en sorte que l'État de droit existe, sans lequel nous ne serions pas là autour de cette table. Mais également, de notre côté, nous avons quand même aujourd'hui en exécution 3,138 milliards de dollars de projets c'est extrêmement important. D'ailleurs, dans l'histoire de notre pays, c'est la première fois que nous arrivons à une telle dimension de portefeuille dans lequel nous avons la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, l'Union européenne, etc. Enfin, c'est l'ensemble de la communauté financière internationale, des bailleurs de fonds qui se retrouvent dans cette enveloppe-là. Et vous conviendrez avec moi qu'exécuter convenablement ces 3,138 milliards de dollars devraient nous permettre de compenser le déficit d'investissement que l'État ne fait pas pour adresser les problématiques des secteurs sociaux, mais également pour adresser toutes nos problématiques d'infrastructures routières, etc., etc. Donc voilà le petit parallèle que je voudrais faire par rapport à cela, et terminer peut-être sur ce point-là par la situation selon laquelle, évidemment, nos ressources, nous travaillons à pouvoir arriver à la neutralité dans un premier temps, entre les recettes domestiques que nous générons et nos dépenses primaires. Ceci pour ne plus avoir à tendre la main pour attendre les appuis budgétaires. Parce qu'il faut retenir que depuis la perte des appuis budgétaires, il faut savoir que cette perte d'appui budgétaire correspond à 7% de notre PIB. 7 points de PIB que nous avons perdu en termes d'appui budgétaire. Et que nous avons remplacé d'une part par l'augmentation des recettes domestiques, dans une portion qui augmente progressivement, mais qui reste encore une portion congrue, nous en avons conscience, et d'autre part par le financement sur le marché domestique, le marché financier domestique, à travers notamment des titres publics que nous émettons. Voilà comment nous essayons de faire l'équilibre jusqu'à arriver à ce doublement des recettes domestiques, comme je l'ai annoncé tantôt, pour nous permettre véritablement d'arriver à l'équilibre et d'être à ce moment-là en capacité de pouvoir
financer sur la base de nos recettes domestiques les différents investissements que nous ambitionnons de porter pour pouvoir véritablement activer les leviers de développement pour notre pays, et nous les connaissons, ces secteurs-là: infrastructure, énergie, pour véritablement lever les leviers justement du développement dans notre pays. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire par rapport à ces questions-là. Et pour moi, nous sommes aujourd'hui en bonne voie, effectivement, pour adresser tous ces challenges que nous avons. Monsieur le ministre, merci d'avoir éclairé la lenteur de nos compatriotes. Ce sont des questions qui se disent bas, que nous avons voulu remonter plus haut pour avoir des éléments de réponse appropriés. Nous poursuivons donc cette entrevue avec M. Éloi Belongo, qui va s'entretenir avec vous sur la question liée à la digitalisation des finances publiques. Tout à fait, les séminaires vous donnent raison. Vous êtes à la pointe de la digitalisation en vue de mieux maîtriser les recettes générées aussi bien pour augmenter les recettes de l'État. Parlez-nous un peu de ces réformes qui ont donc été implantées dans votre département à travers un certain nombre de ces outils. Vous avez parlé d'e-finance et bien d'autres, Simba et ainsi de suite, Word, machin, tout ça, qui rentrent en compétition pour que ces recettes-là puissent donc être augmentées, monsieur le ministre. Un certain nombre de ces outils informatiques. Donc quels sont les impacts réels sur la mobilisation des ressources propres, comme vous en parlez tout à l'heure? Merci beaucoup. Non, je pense qu'en termes d'impact, on en a parlé tout à l'heure, l'évolution d'ailleurs qui avait été reprise dans le discours, l'extrait du discours du président de la République fait état de ce que nous sommes partis depuis son accession à la magistrature suprême au premier mandat en 2016, 85 milliards. Aujourd'hui, nous parlons de 185 milliards en termes d'ambition de collecte de recettes. Oui. Ces outils informatiques, leur implémentation dans votre système en tout cas de recherche de recettes, juste à ce niveau, qu'est-ce que cela a emporté par rapport à ce que dans un premier temps il n'y en avait pas, maintenant vous avez implémenté de nouveaux outils? C'est de ces impacts que nous parlons. Absolument. L'impact premier... La manière de travailler. Voilà. Absolument. Je vais en venir. Mais l'impact premier, évidemment, qui est quantitatif, c'est évidemment l'augmentation de la collecte des recettes. Parce que c'est véritablement l'objectif au final, et pour lequel également nous espérons que lorsque tous ces outils seront interconnectés, eh bien, nous pourrons arriver au doublement des recettes domestiques tout à l'heure. Mais de façon plus précise, ces outils-là, il faut comprendre que l'architecture aujourd'hui, nous parlons d'applicatifs métiers, et nous en avons 3. Le premier applicatif métier, c'est Sidonia World, évidemment, qui est l'applicatif métier au niveau de la douane, qui permet aujourd'hui de faire de la télédéclaration et qui va jusqu'au télépaiement au niveau donc de la régie des douanes. Nous avons ensuite Simba, qui est l'applicatif qui gère toute la chaîne des dépenses, depuis le budget jusqu'au trésor public, et donc qui adresse toute la problématique d'ordonnancement, d'engagement des dépenses, etc., jusqu'au paiement au niveau de la CCT. Et nous avons enfin le troisième applicatif métier, qui est e-tax, qui est l'applicatif des impôts, qui, de même que Sidonia World fait au niveau des douanes, eh bien, permet de dématérialiser en réalité toute la procédure de déclaration et de paiement des différents impôts. Et donc, ces 3 applicatifs métiers ont été développés, aujourd'hui sont à un stade très avancé, Sidonia World et e-tax, qui sont donc les applicatifs, si vous voulez, nous pourrions les catégoriser en 2. Nous avons les applicatifs de collecte de recettes, donc nous avons e-tax et Sidonia World, d'une part, et l'applicatif qui adresse la chaîne de la dépense, qui est Simba. Donc nous pourrions les catégoriser en 2 de cette façon-là. Du côté donc des applicatifs de collecte des recettes, ces 2 applicatifs dématérialisent totalement les processus. Aujourd'hui, nous en sommes à un stade où la télédéclaration et le télépaiement fonctionnent sur ces 2 applicatifs donc de captation de la recette domestique. En termes de méthode de travail, vous conviendrez avec moi que c'est un changement majeur, parce que aujourd'hui le mécanisme n'est plus le même. Aujourd'hui, tout peut se faire à distance par les différents usagers, et ça c'est extrêmement important parce que en réalité ça réduit également les contacts humains, et vous savez qu'ils sont source de beaucoup de choses. Vous suivez mon regard. Et non seulement il y a ça, mais il y a
également la captation des recettes à travers le digital, qui nous permet en réalité d'éviter les fuites de ressources, tout simplement. Donc ces systèmes-là aujourd'hui fonctionnent. Nous sommes maintenant dans une phase de déploiement de ces applicatifs, de sorte à ce qu'ils soient véritablement accessibles à tous les services, etc. Et pour pouvoir le faire, nous avons identifié un certain nombre de problématiques, il faut le dire, que nous devons absolument adresser. Ces problématiques-là, elles sont d'ordre infrastructurel, d'ordre énergétique, de connectivité, et également à Internet. Donc, ces éléments-là, nous les avons adressés dans le cadre du séminaire justement que nous avons organisé, et aujourd'hui nous avons un ensemble de bailleurs qui nous accompagnent sur ces questions. Et d'ailleurs nous avons eu le concours dans le cadre de l'appui budgétaire de la France d'un montant qui nous a été alloué pour permettre justement de financer ces éléments-là. La Banque africaine de développement également qui nous finance un projet pour nous permettre d'adresser ces problématiques-là. Donc autant dire qu'aujourd'hui nous avons toutes ces problématiques qui sont connues, identifiées, et pour lesquelles des financements également sont disponibles pour permettre d'adresser ces problématiques-là. J'ai omis les problématiques de sauvegarde également que nous avons à travers une gestion de serveurs, de serveurs de grande capacité pour nous permettre justement de pouvoir sauvegarder toutes ces données, parce que dès qu'on parle digital, évidemment, on parle de data, et quand on parle de data, ces données-là doivent être évidemment sécurisées, sauvegardées, parce que nous ne sommes plus à l'ère du papier où nous devons avoir des salles d'archives, etc. Eh bien, la salle d'archives aujourd'hui, ce sont nos serveurs, et donc ces serveurs-là doivent exister, doivent être dans de bonnes conditions pour nous permettre justement de pouvoir avancer. Donc voilà un peu ce que nous avons fait. Cela modifie les méthodes de travail, et pour cela, nous engageons également un certain nombre de formations pour que justement les collaborateurs puissent être rompus à ces nouvelles tâches, à cette nouvelle façon de travailler qui est moderne. En tout cas, Monsieur le Ministre, merci de nous avoir édifié sur les innovations numériques afin de suivre la traçabilité de nos recettes de l'État dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais le temps nous est imparti. Notre consoeur Avila Bissaïou pourra vous poser une dernière question sur l'intégration du port sec dans le circuit économique centrafricain. Quel est aujourd'hui l'apport du port sec de la mobilisation des recettes nationales? Merci, c'est une question importante, parce que vous savez, la question du port sec est une question qui fait également couler beaucoup d'encre. Et des salives. Et de salive. Non, permettez-moi peut-être d'aborder cette question-là de façon un peu plus holistique. Le port sec de PK26 est un élément constitutif de la chaîne logistique dans notre pays. Nous savons que nous sommes un pays enclavé, et nous savons également, deuxième information importante, que le niveau de développement de notre industrie ne nous permet pas encore de produire localement la plupart de nos produits de première nécessité et de tous nos produits de consommation. Ce qui fait qu'en réalité, nous avons encore à date environ 85% de nos produits de consommation qui sont importés. Et importés comment? Importés par le corridor Douala ou Kribi, Bangui, parce que à date, ce corridor reste le seul corridor actif, fonctionnel que nous avons, et donc notre voie d'accès à la mer. Évidemment, un certain nombre de projets sont en cours, et je pense que le ministre des Travaux publics et de l'équipement vous en a certainement parlé. Le corridor 13 qui ouvrira notre deuxième voie d'accès à la mer via le Congo, le corridor 14 également qui fait partie d'une initiative du Global Gateway de l'Union européenne qui nous permettra d'enjamber notre fleuve pour atteindre Zongo et un peu plus loin jusqu'à Kampala, donc qui sera une troisième voie de désenclavement, et
Voilà, donc pour ne parler que de ça, sans oublier évidemment la voie fluviale qui doit être travaillée, et d'ailleurs un projet est en cours là-dessus pour que le dragage important soit fait, et de sorte à ce que la voie fluviale soit navigable 365 jours plutôt que de l'avoir aujourd'hui navigable compte tenu de son tirant d'eau que 6 mois sur l'année. Alors, donc, il faut comprendre que la problématique des chaînes logistiques dans notre pays est une problématique cruciale. Nous l'avons vu dans le cas également de certaines crises que nous avons eues, politiques, militaro-politiques que nous avons vu comment est-ce que ce seul corridor également était utilisé comme levier pour pouvoir justement organiser des soulèvements de population à travers notamment la rupture de l'approvisionnement dans le pays. Donc une fois qu'on a dit ça, il faut également se rappeler le contexte dans lequel PK26 a été mis en place. Le port sec de PK26 a été mis en place dans un contexte où nous avions des problématiques sur la gestion avec Socatraf à l'époque, et au-delà de cela, il y avait également des problématiques d'engorgement de la ville de Bangui. Vous vous rappelez encore que les gros camions, nous les avions dans les rues de la capitale, occasionnant des bouchons, etc. Et c'était extrêmement difficile. Donc, de toutes les façons, il fallait donc se projeter à l'extérieur, tout comme cela se fait dans beaucoup d'autres pays, et délocaliser en réalité les différents terre-pleins que nous avions au niveau du port amont, pour nous permettre justement d'avoir une meilleure fluidité de la circulation et offrir un meilleur confort à nos populations d'un point de vue de la circulation routière à l'intérieur de la ville de Bangui. Voilà comment, de façon urgente, nous décidons de mettre en place le port sec de PK26. Ce qui a été fait. Une fois que ce port sec de PK26 a été fait, il nous fallait adresser également d'autres problématiques. Les problématiques de traçabilité des camions à travers des GPS, etc. Et donc, nous avons engagé donc ces différentes réformes, ces différents projets. Mais, encore une fois, nous adressons cela de façon holistique. Aujourd'hui, cela fait 3 ans que le port sec de PK26 donc, a été mis en place. Pour le moment, nous sommes en train de faire une analyse de la convention. Une instruction a été donnée en conseil des ministres, pour qu'un comité interministériel se penche sur la question, mais pas que, se penche également sur toute la problématique de la chaîne logistique, de sorte à ce que, je termine sur ça, de sorte à ce que nous puissions identifier de façon très précise les problématiques de tarification au niveau du port sec de PK26, les problématiques de gestion et également les problématiques de recouvrement de recettes pour l'État. Donc j'aurai le plaisir, si vous m'invitez très prochainement, lorsque ce rapport sera émis, j'aurai un grand plaisir à venir communiquer là-dessus à l'ensemble de notre population, pour que justement les uns et les autres soient informés de ce qu'il se passe précisément sur ce sujet. Monsieur le ministre, au même titre que vous, nous sommes restés également sur notre soif. On aurait pu creuser davantage. Malheureusement, le temps fait défaut. Nous allons peut-être revenir sur certain nombre de questions plus cruciales en langue nationale. En tout cas, toute l'équipe de la supervision, sous le leadership éclairé du ministre de la Communication, Maxime Balalou, vous remercie par ma voix de votre disponibilité, c'est en dépit de votre charge régalienne, à répondre à certaines de nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie. Nous étions 2 pour être en face de vous dans cette entrevue en exclusivité. Je vais ajouter, nous sommes 3. Je commence par moi-même. Et le Bissayo. Les 2 Bissayo. Bissayo plus Bissayo, ça doit... ok, non, c'est pas Bissayo carré. Ok, on dit à Bissayo de Radio Ndekeyuka. Ok. Et moi-même, bienvenue Bissayo, des Télé Sans Trafic, directeur général de cette station nationale. Merci. Monsieur le ministre, merci à vous. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour aborder certaines questions économiques et financières. Merci à vous.
Mesdames et messieurs, vous étiez dans l'émission Parole au gouvernement consacrée essentiellement à la gestion des affaires publiques par les membres du gouvernement de la 7e République, conformément à la vision politique du chef de l'État, pour permettre à nos compatriotes de savoir ce qui a été fait depuis l'accession à la magistrature suprême de l'État de son excellent professeur Faustin Archange-Touadéra dans les différents domaines. C'est aujourd'hui l'occasion de recevoir sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale le ministre en charge des finances publiques, en l'occurrence M. Hervé Doba, avec qui nous sommes entretenus sur les réformes entreprises par le gouvernement pour sécuriser mais également améliorer les recettes de l'État. Restez de nôtre, dans une fraction de minute, nous allons retrouver cette fois-ci pour la version en langue nationale, ce serait juste après cette transition.